Bonjour, c'est un plaisir d'avoir retrouvé pour ce nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Florent Vadillo pour un nouvel épisode. Florent Vadillo, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques semaines de cela pour parler de renseignements. Et en discutant, nous nous sommes dit qu'un second épisode sera intéressant sur un service qui vous est cher et qui, malgré sa notoriété, sa faible notoriété du moins, est réellement important. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du renseignement pénitentiaire. Avant ça, pour reposer un petit peu les bases, Florent Vadillo, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, président du think tank L'Hétairie, et vous avez travaillé auparavant au cabinet du ministre Urvoas quand celui-ci était garde des Sceaux. C'est sous ce ministre que fut inauguré le Bureau central du renseignement pénitentiaire, dont vous avez été l'un des instigateurs. Ainsi, vous nous semblez être le plus à même d'en parler. Rapidement, dans ce podcast, nous allons parler de l'origine et des évolutions de ce bureau, puis nous aurons une vision macro et enfin micro, on va dire, de ce service. Alors, pour commencer, Florent Vadillo, commençons, on va dire, par le début. Pourquoi ce service n'est apparu qu'en 2017 et pourquoi est-il né? Alors, en réalité, le renseignement pénitentiaire préexiste au service du renseignement pénitentiaire. Le renseignement pénitentiaire, c'est une fonction qui apparaît dans les années 1980. À cette époque-là, il y a des problématiques de sécurité pénitentiaire qui voient le jour, des détenus liés notamment au terrorisme régionaliste, qu'ils soient basques, bretons ou antillais. Et donc, quelques personnels de l'administration pénitentiaire développent une compétence en la matière. Ils sont néanmoins peu nombreux, peu spécialisés, et on est vraiment dans une dynamique assez artisanale. En 2003, cette faible constitution, en quelque sorte, donne lieu à la création d'un bureau, le BRP, le Bureau du renseignement pénitentiaire, qui est un bureau d'une dizaine d'agents, qui n'est pas très inséré au sein de l'administration pénitentiaire, qui est en réalité vraiment l'interface des services de renseignement intérieur avec l'administration pénitentiaire et qui a donc moins une activité de renseignement de l'administration pénitentiaire plutôt que de renseignement des services de renseignement, ce qui peut paraître paradoxal. Et donc, c'est un peu un isolat au sein de l'état-major de sécurité qui est alors créé par le préfet Lallemand, aujourd'hui préfet de police à Paris. Donc, lorsque nous arrivons avec Jean-Jacques Urvoas au ministère de la Justice, d'abord, nous avions déjà dans le passé eu l'occasion de porter ce débat-là sur la place publique, et notamment en 2013, où nous avions demandé à ce qu'il y ait une revalorisation du renseignement pénitentiaire. À l'époque, le sujet était la montée en puissance du terrorisme islamiste, les risques également de criminalité organisée. La garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, n'était pas une grande fanatique du renseignement pénitentiaire, ce qui fait que le sujet était resté un peu dans les limbes. Et lorsque Jean-Jacques Urvoas devient garde des Sceaux, il se trouve qu'à l'occasion de l'examen d'une loi qui sera la loi du 3 juin 2016, des amendements parlementaires de Sébastien Pietrasanta, député de la majorité d'alors, mais également de Guillaume Larrivé, député de l'opposition. Ces deux amendements rencontrent la volonté du ministre et donc le renseignement pénitentiaire devient à la fois un bureau central du renseignement pénitentiaire, donc c'est-à-dire une instance, cette fois-ci, avec une vraie reconnaissance, une vraie insertion au sein du ministère de la Justice, et surtout, il dispose d'un cadre législatif, de moyens qui vont lui permettre de mettre en œuvre des techniques de renseignement. Et c'est ça qui va changer la donne. S'y ajoutera d'ailleurs un plan de recrutement et puis une vraie transfiguration de ce qu'est le renseignement pénitentiaire. Voilà pour la genèse de ce service qui a, que je l'ai dit, succédé à la mission, mais qui se structure véritablement à partir de 2016 et puis avec une inauguration officielle en avril 2017. Alors justement, c'était un peu une arrivée dans la galaxie du renseignement à proprement parler. Est-ce qu'il a été bien accueilli dans un monde qui était déjà, on va dire, assez vaste? Oui, on peut vraiment dire que les services de renseignement nous ont aidés à porter sur les fonds baptismaux le renseignement pénitentiaire. Je pense tout particulièrement à la DGSE et à la DGSI, qui véritablement d'abord ont eu une dynamique très positive d'entraide. Et là, on a vu vraiment ce qu'était la communauté du renseignement d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, d'un point de vue administratif. Mais parce qu'aussi le renseignement pénitentiaire, il permettait à la fois de combler une lacune. Nous étions
en partie aveugle sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur des établissements pénitentiaires, et puis de soulager les services de renseignement intérieur, en particulier sur le suivi d'une population qui représentait un risque majeur, soit à l'intérieur des établissements, soit en milieu ouvert, soit en anticipation des sorties qui pouvaient survenir à l'issue des peines prononcées. Donc, finalement, c'était de l'intérêt des autres services de renseignement que de voir ce nouveau venu, de l'aider à monter en puissance rapidement parce que, in fine, ça allait permettre d'améliorer ce continuum dans la surveillance des populations représentant une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation. Vous avez cité la DGSE. Alors peut-être une question qui va paraître très anecdotique, mais la DGSE tire son origine du BCRA. Est-ce que on peut faire, enfin, est-ce que ça a été à l'origine aussi du nom de Bureau central ou pas du tout? Je dois avouer qu'effectivement, je me suis amusé à structurer à l'époque où Jean-Jacques Urvoas m'avait donné la confiance d'être son conseiller spécial. J'avais effectivement, en forme de clin d'œil, voulu garder le terme de Bureau central du renseignement pénitentiaire pour ne pas être très loin du BCRA. Et donc, une des premières choses que nous avons faites, c'est de faire un slogan, enfin, non pas un slogan, mais une médaille à l'effigie du BCRP. Et je peux vous assurer qu'un lecteur rapide voyait plus souvent BCRA que BCRP. En effet, c'est anecdotique, mais ça faisait partie du jeu de l'époque. Bon, alors malheureusement, cette anecdote aujourd'hui n'est plus réellement valable puisque le Non. service est devenu Service national du renseignement pénitentiaire. Est-ce que ce changement de nom est vraiment cosmétique ou est-ce qu'il a eu un impact plus profond? Alors, le changement de nom, il traduit d'abord un changement de statut administratif. Hein. Le bureau central était très clairement une entité de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire que nous avons créée à l'époque, je le précise. Elle avait disparu, nous l'avons recréée, puisque le renseignement pénitentiaire vient s'insérer dans un plan plus global de sécurité pénitentiaire et de prévention de la radicalisation violente. Il est un des éléments de ce plan-là. Et donc, il s'insérait dans cette sous-direction. En devenant un service à compétence nationale, le SNRP bénéficie de deux éléments. D'abord, sa directrice a un rang de sous-directrice. Donc, c'est très clairement un changement d'échelle en termes administratifs. Et puis, un service à compétence nationale, c'est aussi une plasticité de recrutement, de gestion administrative qui font que le SNRP est désormais sur les rails pour devenir une entité beaucoup plus lourde et conséquente. Pour mémoire, Tracfin est un service à compétence nationale. D'accord. Alors, si on parle justement de ce service aujourd'hui, diriez-vous que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation est sa mission numéro un? Eh bien, à l'origine, ça n'était pas le cas, puisque nous avons porté un soin très attentif à ce qu'il y ait un équilibre entre les missions de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée. Je me souviens avec émotion d'ailleurs de la première mise en œuvre des techniques de renseignement, puisqu'en application de la loi renseignement, le garde des Sceaux délègue cette fonction-là à des conseillers de son cabinet. Il se trouve qu'il m'avait délégué cette fonction-là et j'avais veillé à ce que la moitié des techniques concernent la criminalité organisée, la moitié concerne la lutte contre le terrorisme. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, nous avions à peu près 472 détenus liés à des finalités terroristes et nous en avions plus, près de 600, liés à la criminalité organisée. Et donc, la menace pour la sécurité pénitentiaire, elle était autant terroriste que liée à la criminalité organisée. Il est à peu près évident que depuis, même si le SNRP continue à préserver l'ensemble de ses missions, les orientations politiques ont quelque peu privilégié la lutte contre le terrorisme. On peut le comprendre, même s'il faut s'en méfier. Vous avez parlé justement de ces deux missions. Est-ce qu'en plus de ça, le SNRP est chargé de la sécurité des établissements pénitentiaires et de la prévention des évasions ou pas du tout? C'est un autre service. Effectivement, il a comme mission d'apporter du renseignement en matière de sécurité pénitentiaire et de prévention des évasions. C'est important de dire qu'il apporte du renseignement. Il n'est pas l'entité responsable à elle seule de la sécurité pénitentiaire et de la lutte contre les évasions, mais il contribue à la sécurité pénitentiaire en ce domaine-là et c'est une mission importante, ce qui explique d'ailleurs, je me permets d'entrer dans les détails, la dualité de son cadre juridique. Son cadre juridique est à la fois lié au Code de la sécurité intérieure, tout ce qui concerne la loi renseignement. Ce sont les missions qui concernent les intérêts fondamentaux de la nation.
lutte contre la criminalité organisée, lutte contre le terrorisme. Et puis, il relève aussi pour partie du Code de procédure pénale. Et c'est là que la sécurité pénitentiaire et la prévention des évasions sont concernés par le Code de procédure pénale. Donc, on a un service avec une dualité de cadre juridique, une action à la fois en préjudiciaire et en administratif pur, ce qui est assez inédit. On a vu plusieurs missions, plusieurs cadres juridiques. Est-ce que la SNRP aujourd'hui a les moyens légaux suffisants, et pas seulement légaux, aussi pécuniaires peut-être, d'accomplir toutes ces missions? Alors, sur les moyens légaux, je les ai évoqués, hein, on a un double cadre, à la fois lié au CPP, au Code de procédure pénale et au Code de la sécurité intérieure. Je ne vois pas de nécessité particulière, si ce n'est une évolution de ces prérogatives législatives au fur et à mesure de l'accroissement soit de la menace, soit des moyens du service. Donc, législativement parlant, je ne vois pas de perspective en la matière. Sur les moyens humains, naturellement, tout chef d'administration vous dira qu'il n'a pas assez de personnes pour accomplir les missions qui sont les siennes. J'ai envie de dire, je crois que je l'avais déjà évoqué lorsque nous avions eu le plaisir d'échanger précédemment. En tout cas, moi, j'avais eu ce plaisir-là. C'est gentil. La question, c'est la question de l'orientation du renseignement, hein. Donc, c'est au ministre d'adapter l'activité de son service aux missions qu'il estime nécessaires et non pas de faire en sorte que la menace conditionne le périmètre du service. Alors, je sais que ça peut paraître un peu particulier comme raisonnement, mais il faut qu'un ministre intègre la finitude des moyens pour accomplir des missions. Il peut ensuite solliciter des arbitrages, mais ce n'est pas parce qu'on a plus de menaces que de personnel qu'on fait mal sa mission. Et ce, d'un point de vue budgétaire, les missions du SNRP bénéficient d'une dotation budgétaire qui a été plutôt sanctuarisée par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2016. Et donc, je crois que le service est plutôt un service bien choyé, même si, évidemment, il souffre de manque, mais de manière moins aiguë que bien d'autres administrations. Alors, on a évoqué ces agents, justement. Alors, désormais, grâce à des séries comme par exemple le Bureau des légendes, les différents postes qui sont offerts, entre guillemets, à la DGSE sont assez bien connus. Mais quand on travaille dans le renseignement pénitentiaire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des agents de terrain qui sont dans les prisons? Est-ce que ce sont des analystes dans l'administration centrale? Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans le renseignement pénitentiaire concrètement? Alors, vous avez trois niveaux administratifs qui me permettent en réalité de répondre à cette question très directement. Vous avez les délégués locaux du renseignement pénitentiaire, les DLRP, qui sont situés au sein des établissements, soit pour la plus petite quantité d'entre eux à mi-temps, soit à plusieurs effectifs sur la question. À Fleury-Mérogis, par exemple, qui est une des plus grandes prisons françaises, vous avez évidemment plusieurs délégués locaux au renseignement pénitentiaire. Ceux-là, ce sont les agents de terrain, ce sont ceux qui, très concrètement, recueillent le renseignement, échangent avec leurs collègues, réalisent des alertes, font des suivis, mettent en œuvre certaines techniques de renseignement. Ce sont ceux qui sont les capteurs principaux du renseignement pénitentiaire sous toutes ses formes. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui sont les agents qui travaillent dans les CIRP, les cellules interrégionales de renseignement pénitentiaire. Il faut savoir que l'administration pénitentiaire, elle est divisée en grandes directions interrégionales qui sont un peu plus grandes que les régions administratives françaises. Au sein de ces directions interrégionales, vous avez des cellules, les cellules interrégionales de renseignement pénitentiaire, les CIRP, qui, elles, sont dédiées à l'analyse et au contrôle des activités de renseignement. Et puis enfin, à l'échelon national, vous avez le service national du renseignement pénitentiaire qui, lui, fait, là encore, cette analyse, le suivi des techniques de recueil du renseignement, l'instruction de ces dossiers, qui oriente le renseignement et qui mène aussi des liens avec l'ensemble des services partenaires. Peut-être par souci de clarification, on va dire, quand on parle de prison, est-ce que justement ce service est implanté dans tous les établissements pénitentiaires ou peut-être juste dans les maisons centrales ou les centres de détention? Alors, le service est vraiment implanté dans l'ensemble des établissements pénitentiaires avec évidemment une priorité donnée aux maisons d'arrêt, c'est-à-dire les établissements qui accueillent à la fois les personnes en détention provisoire et les condamnés à des peines de moins de 5 ans, parce que c'est là que véritablement vous avez la plus importante des sources de renseignement et des sources de menaces, évidemment. Vous en avez bien sûr dans les maisons centrales et dans les centres de détention, même si
on est sur d'autres régimes de sécurité, d'autres problématiques, et qu'il y a une moindre acuité à la nécessité du renseignement pénitentiaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et je pense que véritablement, le cœur de l'activité du renseignement pénitentiaire, ce sont les maisons d'arrêt. Très bien. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs échelons, entre guillemets, chez ces agents, justement. Est-ce que entre guillemets, quel est le cursus de ceux-ci pour y travailler, enfin, pour travailler dans le renseignement pénitentiaire plutôt? Est-ce que ce sont tous des agents de l'administration pénitentiaire en particulier, ou est-ce que ça peut être donc des fonctionnaires? Est-ce que ça va être des contractuels? Enfin, voilà, quel va être un peu leur statut et leur cursus, entre guillemets? Alors, de l'échelon local jusqu'à l'échelon interrégional, vous avez une immense majorité d'agents des services pénitentiaires, de tout grade d'ailleurs, qu'il s'agisse de catégorie C ou de catégorie B. Il y a assez peu de catégories A qui restent quand même à des échelons de direction des établissements. Donc, pour ce faire, en fait, vous avez juste une affectation dans le domaine du renseignement pénitentiaire qui est conforme, si vous voulez, à une ambition professionnelle, mais également à des tests de sécurité, hein, puisque comme dans tout service, vous avez une habilitation au secret de la défense nationale avec différents, bien sûr, degrés d'habilitation, et donc tout cela fait l'objet d'une grande rigueur. À l'échelon central, c'est là qu'on réintroduit quand même de la diversité, puisque aux agents des services pénitentiaires se joignent d'abord des représentants d'autres services, puisque à partir de 2016, nous avons obtenu de services partenaires qui nous délèguent certains représentants. C'est le cas de la gendarmerie nationale, c'est le cas de la DGSI et c'est le cas de la DGSE. Et puis, donc vous avez compris, ça n'est que 3 agents, mais vous avez surtout beaucoup de contractuels. Et ces contractuels-là, ils ont des profils sciences humaines, sciences de l'ingénieur. Ils viennent de Sciences Po ou d'écoles d'ingénieurs. Et ils permettent justement de diversifier les approches, les analyses, les compétences. Mais justement, enfin, cette pluralité d'agents, comment ils font pour récupérer concrètement des informations au quotidien, entre guillemets? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, on va dire, comme les personnes qui sont visées, entre guillemets, par ce service de renseignement, ce sont des détenus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manquer enfin, aux droits qu'ils préservent en prison? Alors, il y a évidemment toujours un risque de manquer une information, mais j'ai envie de dire, ça n'est pas propre au milieu pénitentiaire. C'est propre à l'activité même du renseignement. La complexité, néanmoins, c'est que vous avez un public par essence captif, et donc l'approche clandestine, elle est quand même beaucoup plus ardue. C'est là que la technique, d'ailleurs, a son intérêt. Néanmoins, dans le travail du surveillant pénitentiaire, dans ses relations avec les détenus, vous voyez que très rapidement des liens se créent. Il y a en quelque sorte euh, un écosystème qui se crée avec des échanges millimétrés. Certains détenus parlent plus que d'autres, certains ont plus d'intérêt que d'autres à parler. Donc, il y a vraiment tout un milieu vivant. Et c'est là la très grande richesse de ce métier parce que il appelle des qualités humaines qui sont très particulières. C'est-à-dire qu'un bon agent de renseignement dans un service de renseignement classique ne sera pas nécessairement un bon agent de renseignement en milieu carcéral. Il faut donc une vraie culture pénitentiaire, et ça c'est très important de le dire. Donc la culture pénitentiaire, la capacité de dialogue avec les personnes détenues, également la technique, je l'ai dit. Et au niveau central, ensuite, ce sont des qualités analytiques qui sont nécessaires, avec évidemment une connaissance du milieu carcéral. Mais le milieu carcéral est un monde tellement, pour ceux qui et pas nécessairement pour ceux qui y vivent, c'est un monde qui est extrêmement, euh, qui est très prenant, hein. C'est une bulle très spécifique en termes de culture professionnelle et de culture d'ailleurs à proprement parler. Et donc très rapidement, en fait, vous intégrez un monde clos dans lequel il y a des codes qu'il est très facile d'acquérir quand on est passionné par ce domaine-là et ce métier-là. Alors, de ce que je comprends, du coup, il y a certains prisonniers qui collaborent justement avec ces services. Oui, bien sûr, de la même manière que le,
dans le privé, il y a des collaborateurs d'entreprise qui collaborent avec les services, de la même manière que dans des groupements terroristes, vous avez des gens qui collaborent avec les services. Ça n'est pas spécifique au monde carcéral. Alors je sais que tout de suite, dès qu'on est en milieu clos, on a l'impression que ces pratiques-là sont exacerbées parce que le cinéma, en réalité, imprègne nos consciences. Mais c'est un mécanisme classique du milieu du renseignement où les sources humaines sont très importantes. Et vous évoquez le Bureau des légendes. Cette série a permis vraiment de montrer l'importance des sources humaines. Et quand un détenu va collaborer avec justement ce service de renseignement, au contraire que le service de renseignement va obtenir des informations euh, inquiétantes, on va dire, vis-à-vis d'un détenu, est-ce que ça va avoir une influence sur la vie entre guillemets quotidienne de ce détenu ou pas du tout? Ce sont des éléments qui sont difficiles à aborder. Ça dépend, il peut avoir des conséquences. Il n'y a pas de rémunération. Ça a été un principe qui avait été arrêté à l'époque. Donc, les informations ne sont pas payées, contrairement à ce que d'autres services peuvent pratiquer. Il peut y avoir une amélioration de sa vie quotidienne, comme il peut y avoir, en termes de remise de peine, des efforts particuliers qui sont octroyés par le juge. C'est-à-dire que l'administration peut plaider la cause d'un détenu, mais en aucun cas, en quelque sorte, prendre des décisions prétoriennes. Donc c'est toujours le juge qui est en dernier recours. Enfin, voilà, on lui portera des informations, mais Le c'est juge lui peut qui décidera. décider, exactement. Le magistrat peut décider de ne pas donner droit à cela, mais vous avez ensuite toute une comitologie au sein de l'administration pénitentiaire, avec notamment les CPU et commissions pluridisciplinaires qui évoquent les cas des détenus. C'est toujours un élément collégial avec plusieurs professionnels. Ce n'est pas le fait du prince et l'arbitraire. Alors, en ce moment, on entend parler, mais ça fait déjà quelques mois, voire quelques années, que les premiers détenus qui ont été condamnés pour radicalisation et des faits, on va dire, relatifs, enfin reliés plutôt à cette radicalisation-là, sortent de prison. Et donc, selon les années, il y en a de plus en plus qui sortent. Que enfin, le service de renseignement de l'administration pénitentiaire maintient justement son observation, sa recherche, etc. Une fois que le détenu est sorti, ou alors est-ce qu'il transmet l'ensemble des prérogatives à la DGSE ou la DGSI que vous avez cité? Alors, un mot d'abord pour vous dire que les personnes détenues qui sont supposées sortir de prison prochainement ne l'ont pas été pour des faits de radicalisation, qui n'a pas de base pénale, mais pour des faits liés aux incriminations terroristes, quel que soit leur niveau. Ceux qui ont été condamnés à partir de 2014, s'ils sortent dans les années 2021-2022, c'est qu'ils ont été sur des condamnations de moins de 10 ans. Or, à partir de 2015, l'infraction terroriste a été criminalisée, ce qui fait qu'on basculait tout de suite sur un quantum de peine au-delà de 10 ans. Donc, ceux qui vont sortir, pour être très clair, en 2021-2022, il ne faut pas céder à la pression médiatique. Ce ne sont pas de grands dangereux terroristes. Ce sont, disons-le très clairement, de petits poissons qui ont été condamnés souvent à des lourdes peines pour des faits très ténus. Je veux prendre un exemple d'un individu qui, du fait de ses conditions de détention, a basculé cette fois-ci dans le grand terrorisme, mais qui avait été condamné initialement pour s'être rendu en Turquie avec l'intention d'aller en Syrie. Il n'avait donc commis, vous le comprenez, aucun crime de sang. Il n'avait eu que l'intention éventuelle de rejoindre un groupe terroriste. Mais vous comprenez qu'une intention, elle peut se dissiper au fur et à mesure. Donc, il avait été condamné de manière très préventive à 7 ans de prison. Ce sont ça les peines pour ce genre d'intention. Et ensuite, il a fait une tentative d'homicide en détention et il a basculé sur de la peine criminelle. Donc, vraiment, je ne minore pas le profil pénal de ces détenus-là, mais ce ne sont pas des cas très dangereux. Pour répondre à votre question, le premier élément qui a été décidé en 2016 lorsque nous avons préfiguré le renseignement pénitentiaire, ça a été d'abord de nouer un lien très fort avec les services de renseignement intérieur notamment. Vous l'avez compris, on l'a évoqué, ça passe par l'aide apportée par ces grands services, mais c'est aussi par les personnels qui ont été détachés. Mais c'est aussi tout un travail de tuilage afin de s'assurer que les personnes qui entrent en détention ou les personnes qui sortent en détention font l'objet d'une continuité de suivi. C'est-à-dire qu'un
une personne détenue qui entre en détention pour des faits de terrorisme ou pour des faits autres, mais qui a un profil de radicalisation, eh bien, il sera signalé au renseignement pénitentiaire. Ça n'était pas le cas précédemment. Et enfin, une personne qui sort de détention, soit qu'elle l'ait été pour des faits de terrorisme, soit qu'elle ait été détectée comme radicale, violente en détention, sera elle aussi signalée au service de renseignement intérieur. C'est donc des flux d'informations dans tous les sens qui ont été créés, nourris, et je peux vous assurer de par mes fonctions au cabinet à l'époque, j'ai été extrêmement vigilant à ce que toutes les sorties de détention fassent l'objet d'un signalement. Elles m'étaient d'ailleurs toutes signalées et je m'assurais auprès des services partenaires qu'ils avaient bien l'information. Et je peux vous dire, je n'ai jamais pris en défaut le renseignement pénitentiaire là-dessus. Donc c'était un souci constant et ce continuum de surveillance, il est vraiment aujourd'hui, je crois, le principal apport de la création du renseignement pénitentiaire, au-delà de l'expertise, bien évidemment, que les agents apportent. Mais je pense que c'est vraiment important que vous puissiez justement revenir sur ce sujet-là, parce que, comme vous l'avez dit, la pression médiatique qui a été notamment très forte au moment de la question du retour des djihadistes français sur le territoire national, c'était quelque chose qui avait été pas forcément très bien abordé par les médias. Peut-être justement sur ce retour des djihadistes, certains seraient donc, s'ils étaient rapatriés, seraient traduits devant la justice, condamnés. Est-ce que actuellement le service est préparé aussi bien dans ses moyens, mais aussi peut-être dans ses habitudes de travail? Vous l'avez dit, pour l'instant, il a plutôt traité avec des petits poissons. Est-ce qu'il est prêt aussi à travailler avec des individus entre guillemets, d'un autre calibre? Alors, attention, la majeure partie des détenus sont des petits poissons, effectivement, mais il y a des gros poissons en détention. Hein, ça, il faut. Donc, le renseignement pénitentiaire, il est effectivement habitué aux gros poissons. C'est pas je ne vais pas filer la métaphore, ce n'est pas la majorité du genre, mais enfin, il en existe et le renseignement sait les suivre. Ce qui fait que il n'y a pas un véritable enjeu de technicité pour le renseignement pénitentiaire. L'enjeu réel, c'est un enjeu de moyens, mais ça, il est constant. C'est surtout un enjeu de place. Parce que accueillir des rapatriements avec un contingent important de futurs détenus, ça suppose d'avoir des établissements en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité maximale. Or, comme vous avez une centralisation de la juridiction antiterroriste au sein de Paris, de la région parisienne, il faut donc que les détenus soient présentables à un magistrat, si possible, dans la journée, voire dans la matinée. Ce qui fait que l'ensemble des détenus terroristes, en tout cas la grande majorité des détenus pour des faits de terrorisme, résident en Île-de-France, dans les établissements d'Île-de-France. Or, les établissements d'Île-de-France sont ceux qui subissent la plus grande surpopulation carcérale. Donc, ça n'est pas tant un problème de moyens que d'espace, de place dans les établissements pénitentiaires pour accueillir ces détenus-là. Et c'est là la difficulté, parce que quand vous mélangez ces détenus à une population carcérale classique, vous avez des effets de contamination, même si le terme est impropre, qui peuvent faire dégénérer certaines détentions. D'où le choix qui avait été fait à l'époque, en 2016, de créer des missions d'évaluation et des quartiers spécifiques pour certains profils. Alors, derrière ce que vous venez de dire, il y a peut-être une question qui sort un peu du cadre du renseignement pénitentiaire, mais je pense intéressante à poser. Est-ce qu'il faut construire des prisons? Écoutez, en septembre 2016, quelques semaines avant le plan de sécurité pénitentiaire, le garde des Sceaux avait publié, Urvoas avait publié un rapport sur les établissements pénitentiaires et sur notamment l'immobilier pénitentiaire. Ce rapport, il était assez clair, il préconisait la construction d'établissements pénitentiaires, non pas, comme le disent certains représentants plutôt de droite, pour incarcérer plus, parce que nous avons la justice pénale la plus répressive d'Europe. Et pour autant, ça ne se traduit pas véritablement dans les faits de récidive ou de réitération. Bon. Donc la prison n'est pas une solution. Pourquoi est-ce qu'il faut construire des établissements? D'abord, pour respecter une règle qui est bafouée depuis 1875, qui est le principe d'encellulement individuel. Hein, aujourd'hui, vous avez des personnes détenues qui sont jusqu'à 5 en cellule, ce qui n'est pas conforme aux standards européens, même pas conforme aux standards que la France s'est confié depuis 1875, je le disais. Donc, c'est le premier élément majeur. Il faut offrir aux personnes détenues des conditions dignes.
Et ça n'est pas du tout le Club Med comme certains responsables politiques peuvent l'évoquer. J'invite vraiment tout le monde à visiter un établissement pénitentiaire pour voir à quel point on est éloigné de ce genre de conditions de vie. Deuxième élément très important, c'est que nous avons un parc pénitentiaire, un parc immobilier pénitentiaire qui est vieillissant, avec des prisons qui sont toujours en activité depuis le 19e siècle pour certaines, et d'autres qui ont été construites majoritairement entre 1960 et 1980. Il y a un léger infléchissement de la construction d'établissements à partir des années 80. Et ces établissements pénitentiaires sont aujourd'hui extrêmement vétustes. Je prends l'exemple de Fleury-Mérogis. C'est une prison donc, qui est en étoile avec 5 branches. Eh bien, les branches font l'objet d'une branche par branche de rénovation constante parce que c'est un établissement qui a beaucoup vieilli. Donc, il faut construire des établissements aussi pour travailler aux conditions d'incarcération. Et ces conditions d'incarcération, elles ont une conséquence sur les conditions d'exercice du métier de surveillant pénitentiaire. Parce que si on évoque les conditions indignes de détention, n'oublions jamais que dans ces conditions indignes de détention, il y a des fonctionnaires qui travaillent et qui subissent la même indignité des conditions de vie. Donc, il faut penser à la fois aux détenus, à la fois aux surveillants de l'administration pénitentiaire, au personnel d'insertion et probation, et donc effectivement avoir un programme de construction. Mais justement, vous avez évoqué le fait il y a une image entre guillemets de la prison qui est véhiculée parfois, qui est le Club Med. Mais pour se rendre compte de ce que c'est que le milieu pénitentiaire, et peut-être pour des gens pour se dire, moi je veux travailler dans le renseignement pénitentiaire, quel conseil vous donneriez pour prendre conscience de ce monde-là? Écoutez, je pense que on évoque souvent avec la question du choc carcéral que les magistrats recherchent pour certaines personnes condamnées et donc ils les envoient en détention parce qu'effectivement, ça crée un choc. Pour travailler dans le milieu pénitentiaire et pour y travailler de manière durable, je pense qu'il faut le connaître. Et donc, tous ceux de vos camarades qui souhaiteraient travailler en détention, je les incite à réaliser des stages en détention. Il y a plusieurs capacités de stage. Elles ne sont pas non plus extrêmement pléthoriques, mais enfin, elles sont possibles. Il faut donc découvrir ce milieu, subir ce choc carcéral et voir si on accepte d'y rester ou pas, parce que vous avez quand même beaucoup de rotation de personnel parmi les surveillants pénitentiaires, et donc c'est important de savoir où l'on met les pieds et non pas y aller forcément soit par dépit, soit par méconnaissance. Donc il faut faire tout pour faire ce genre de stage, ou alors, ça j'incite l'ensemble de vos camarades également, à travailler dans les associations qui sont en lien avec les personnes détenues, qu'il s'agisse du Genepi ou de l'OIP par exemple, je ne peux ne citer qu'elles, et qui se rendent en détention pour travailler auprès des personnes détenues, pour les accompagner dans des projets professionnels ou des projets éducatifs. Et je pense que c'est d'abord une bonne manière à travers ce monde associatif pour découvrir ce qu'est la détention. C'est d'ailleurs une voie privilégiée de recrutement pour les directeurs d'établissements pénitentiaires qui, quand on les interroge, beaucoup sont passés par ces associations. C'est vraiment un monde à découvrir et qui fait partie intégrante de la société. Exactement. C'est une société. La qualité d'une société se mesure également à la qualité de ses prisons. Et je peux vous assurer qu'il y a une grande qualité des fonctionnaires qui y servent. Est-ce qu'il faut construire des prisons spécialement pour les détenus radicalisés ou pas? Non. Non, parce que la voie de la spécialisation, c'est un double échec. C'est d'abord un échec de vision de sécurité pénitentiaire. On n'a pas besoin de construire des établissements particulièrement rigoureux pour certains détenus. On n'est quand même plus dans cette logique où il y avait des QHS, les quartiers de haute sécurité, dont je rappelle qu'ils ont été supprimés par Badinter lorsqu'il était garde des Sceaux, et c'est normal parce qu'ils étaient indignes. Et surtout, c'est une vision de l'argent public qui, moi, me terrifie. Parce qu'il faut espérer qu'un jour, la menace terroriste ne sera pas aussi prégnante et qu'elle ne nécessite pas des établissements entiers à sa disposition. Que fera-t-on à ce moment-là de ces établissements? S'ils sont normaux, il n'y a pas besoin d'en construire des spécifiques. S'ils ne le sont pas, on ne pourra pas y mettre des détenus classiques, si j'ose dire. Donc, je crois qu'on peut avoir quand même confiance dans notre système pénitentiaire et puis avoir une gestion rationnelle des deniers publics, ce qui permettra à la fois d'économiser de l'argent et d'assumer une mission publique avec efficacité. Il faut aussi, j'incite tout le monde, et j'espère qu'il y a peut-être des futurs élèves architectes parmi vous, il faut réfléchir à l'immobilier carcéral, à l'architecture carcérale.
Et il ne faut jamais rogner quoi que ce soit sur ce dispositif-là parce que, je l'ai dit, une société, l'état d'avancement d'une société se mesure à l'état de ses prisons. Je me souviens que lorsque nous étions au ministère de la Justice, nous avions refusé avec véhémence des projets de cellules dans des containers, ce qui se fait beaucoup dans certains pays, parce qu'il faut assurer des conditions de vie dignes. Et les pays qui ne connaissent pas des écarts de température importants peuvent se permettre ce genre de solutions. Ça n'est pas le cas en France. Et donc, à la fois, il ne faut pas construire des établissements spécifiques, mais il ne faut pas construire dans l'urgence des établissements qui n'assureront pas la dignité des conditions de vie et de travail. Oui, c'est un point, oui, effectivement, qui est réellement important. Je vous fais pas l'affront de vous demander si vous êtes pour un Guantanamo à la française. Je pense que la question, on a déjà la réponse dans vos propos d'avant. Il faut dire tout de même, pardon, ce qu'il y a derrière la notion de Guantanamo à la française. Guantanamo, ça n'est pas un établissement d'incarcération. C'est une zone de non-droit ou c'est une zone de droit alternatif, de droit d'exception. Donc, Guantanamo n'est pas un exemple d'incarcération, c'est un exemple de droit positif. Et donc, je ne suis pas pour un Guantanamo, non pas pour les conditions de détention, elles sont indignes. Mais je n'y suis pas pour ça parce que je ne crois pas que notre droit nécessite de tels aménagements, de telles dérogations, que nous allions jusqu'au reniement de ce qui fait une démocratie et un état de droit moderne. Donc c'est pour ça que je ne suis pas pour un Guantanamo. Et ceux qui l'évoquent comme un lieu géographique oublient que c'est avant tout un lieu de droit et plutôt un lieu de non-droit. Peut-être, vous voyez, on divague, mais peut-être une question géographique. Dans l'implantation des nouvelles prisons, est-ce que ça pourrait pas être aussi, entre guillemets, une chance de remettre du service public, entre guillemets, dans les territoires? Alors, oui, même si, soyons honnêtes, un établissement pénitentiaire n'est pas un employeur structurant pour un territoire. Néanmoins, je veux quand même préciser un point, c'est qu'en termes de localisation, j'ai parlé d'architecture, permettez-moi de parler de localisation, il faut inverser la tendance qui a éloigné les prisons des centres-villes. Au XIXe siècle et jusque dans les années 40, l'établissement pénitentiaire, il était en centre-ville, la prison de la Santé à Paris. Et on pourrait citer bien d'autres exemples. C'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Nice. Donc les établissements étaient au centre-ville. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent proches des tribunaux et parce que ça permettait aux détenus de rester dans un environnement urbain important. Dans les années 70-80, 60-70-80, les établissements ont été mis en marge des villes. Je prends l'exemple de la prison d'Osny dans le Val d'Oise. Pour s'y rendre, je peux vous assurer que c'est un casse-tête. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? D'abord, pour le maintien des liens familiaux, c'est problématique parce qu'une famille ne peut pas se rendre dans un établissement pénitentiaire avec autant de facilité. Souvent, vous êtes dans des milieux en plus précarisés qui n'ont pas de moyens de locomotion. C'est un vrai sujet. Deuxièmement, pour les activités associatives, quand vous avez des visiteurs de prison ou des travailleurs de prison, vous ne pouvez pas demander à un enseignant, par exemple, de faire plusieurs établissements pénitentiaires s'il a à chaque fois 1h30 de trajet. Et enfin, ça a une conséquence très claire sur les activités en détention. Plus vous éloignez une prison du centre-ville, moins vous avez de personnes qui viennent travailler ou bénévolement, et donc moins vous avez d'activités en détention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que nous devrions offrir au moins 6 heures d'activité en détention, on en est à moins de 3, et parmi lesquelles les promenades comptent. Aujourd'hui, la prison est un lieu vide de sens parce que nous avons éloigné des lieux qui pouvaient amener du sens. Donc, avant de penser à la prison comme pourvoyeur d'emploi, pensons à la prison comme lieu de réinsertion et donc construisons-le dans les aires urbaines ou dans les aires de population qui permettent à tout le monde d'y accéder. Et puis c'est quand même là sa fonction principale. Oui. Alors, vous connaissez notre question de fin, vous êtes déjà passé. Du coup, on va peut-être la changer un petit peu. Est-ce qu'à la place d'une série ou d'un film à nous conseiller, vous auriez un livre, en dehors du vôtre? Écoutez, pudeur, je ne conseille pas le mien, même si je conseille à tout le monde de l'acheter, bien sûr. Mais sur le milieu carcéral, il y a peu de livres qui, pour moi, se détachent au point que je puisse le conseiller. Moi, ce que je conseille, en revanche, c'est de se renseigner, c'est de lire
notamment tout ce qui peut être publié lié au monde pénitentiaire. Donc, c'est dans les revues de droit pénal, où vous avez souvent des contributions. C'est dans les revues de criminologie, lorsqu'elles sont bien tenues. Et c'est aussi tout ce qui est produit par les organismes internationaux et notamment les règles européennes de détention. Tout le travail qui est fait autour de ces lieux-là qui mérite une attention particulière, mais je n'ai pas de livre à conseiller en tant que tel. Très bien. Eh bien, en tout cas, c'est toujours des conseils de lecture utiles en ce temps de confinement, enfin pas de confinement, mais de couvre-feu, on va dire assez tôt. En tout cas, Florent Badillo, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour un second épisode, et puis peut-être pas le dernier. On rappelle qu'on peut suivre votre actualité personnelle, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, mais aussi celle de l'Hétairie. D'ailleurs, peut-être qu'il y a eu une note de l'Hétairie sur ce sujet-là. Il y a eu des notes des tribunes de l'Hétairie sur la politique pénitentiaire, mais pas sur le renseignement pénitentiaire, mais vous me donnez une idée. Eh ben, du coup, on relaiera aussi la future note. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et questions par Facebook ou par mail. On se retrouve prochainement pour un futur épisode de Défense à antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.